Pour contourner les évidences et aborder des problématiques contemporaines sujettes à polémique, le cinéma choisit souvent de se projeter dans un autre temps, passé ou futur. Ce procédé, éprouvé de longue date, permet autant d'éviter de heurter certains publics que de déjouer les contraintes d'une censure trop rigide. Gus Van Sant revendique lui-même cet usage dans La corde au cou, son nouveau film. Mais ici, il ne s'agit ni d'échapper à un contrôle institutionnel, ni de produire une œuvre consensuelle. Le décalage temporel agit plutôt comme un révélateur. Il contraint le cinéaste à reformuler son récit dans une forme contemporaine afin de faire apparaître, derrière les faits, les symptômes des maux actuels. À partir d'un fait divers advenu en 1977 à Indianapolis, une prise d'otage perpétrée par un individu avide de vengeance à l'encontre d'une société de prêt peu scrupuleuse sur sa gestion des contrats, Van Sant soigne un propos qui, de manière latente, entre en résonance avec notre époque. Pour articuler ce rapprochement, le cinéaste travaille le découpage et le rythme, introduisant des ruptures qui font coexister différentes logiques narratives. À ce titre, le miroir sociétal que nous tend l'étude de ce fait divers n'est sans doute pas exempt de la modération avec laquelle le traitement des actes conditionne notre perception des événements décrits. Van Sant instaure, dès le début de La corde au cou, un enchaînement de séquences qui apparaît très classique. On pense alors à Un après-midi de chien de Sidney Lumet, film au sujet analogue, également inspiré d'un véritable fait divers. Mais très vite, la dramaturgie échappe au schéma que le spectateur envisageait. Le film s'ouvre sur l'antenne d'un DJ d'Indianapolis, dispositif qui reviendra tout au long du film. La musique prend d'emblée de l'importance dans le récit. Elle organise les séquences, leurs enchaînements et leurs résonances. Dès l'ouverture, le DJ diffuse Ainsi parlait Zarathustra dans sa version jazz-funk de Mir Deodato. Ce choix ne relève pas du simple habillage sonore, il permet à Van Sant de superposer plusieurs références. L'atmosphère des années 70, le poème symphonique de Richard Strauss et la pensée de Friedrich Nietzsche. Ce réseau de références inscrit immédiatement le film dans une dynamique précise, celle d'un passage, d'un basculement. D'ailleurs, comme chez Nietzsche, il est question d'un monde où l'homme ne peut plus s'en remettre à une autorité supérieure et doit assumer seul son devenir. En mobilisant cet imaginaire dès les premières minutes, Van Sant donne une portée symbolique immédiate à son récit. C'est dans cette perspective que le spectateur pénètre à la suite de Tony Kiritsis, interprété par Bill Skarsgård, dans les locaux de la Meridian Mortgage Company, une société de prêt. Là, Kiritsis prend en otage Richard O. Hall, interprété lui par Dacre Montgomery. Le film articule alors plusieurs motifs. La révolte individuelle contre un ordre perçu comme injuste, hérité de figures mythiques telles que Jesse James, et sa persistance dans l'imaginaire contemporain. Mais Van Sant ne se contente pas d'inscrire son récit dans une continuité historique, il en révèle aussi les échos actuels. Difficile sur ce dernier point de ne pas penser à une affaire récente, celle de Luigi Mangione, un jeune homme accusé d'avoir assassiné Brian Thompson, patron de United Healthcare, le premier assureur de santé privée des États-Unis. Van Sant ne se contente donc pas d'inscrire son récit dans une continuité historique, il en révèle aussi, et surtout, les échos actuels. Cette dimension apparaît plus nettement encore dans la mise en scène. La pathologie de Kiritsis, pourtant attestée par les images d'archives situées en fin de film, reste atténuée par l'interprétation de Skarsgård et par le traitement formel. Certes, la folie du personnage est là, présente, mais une forme d'empathie s'installe, modifiant la perception de ses actes. La folie du personnage ne se manifeste pas seulement dans son comportement, mais dans la structure même du film. Alors que La corde au cou semblait suivre une progression linéaire, soudainement, le film bifurque dans une discontinuité, reflet du pathologique à l'œuvre dans l'attitude de Kiritsis. Le montage introduit des discontinuités mêlant temporalité, texture d'image et insert fixe. Cette désarticulation formelle traduit le dérèglement intérieur du personnage et fait basculer le spectateur dans une perception instable. Le propos du film ne se diffuse donc pas par la progression du narratif, mais plutôt par l'organisation des éléments formalistes. Pour être plus précis, il est question de mesurer par la mise en scène comment la forme influence, même de manière inconsciente, notre vision du fait divers afin d'en souligner le rayonnement sur notre temps. Lorsque le film s'emballe, lorsqu'il se laisse gagner par une progression sporadique, la forme se décorrèle du rythme auquel l'affaire parviendra à sa résolution. Nous sortons d'une logique objective pour entrer dans la subjectivité maladive du personnage central qui est à estimer comme le symptôme d'un temps qui pourrait être un écho d'une autre. En ce sens, La corde au cou ne cherche pas tant à raconter qu'à faire éprouver, révélant dans ses choix formels la persistance d'un désordre et l'inquiétante
actualité de ces dérèglements.